Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour ce webinaire qui va être euh, dédié à l'anesthésie loco-régionale et plus particulièrement, on va voir aujourd'hui 4 blocs de la tête. Il en existe beaucoup, mais avec les 4 blocs dont on va parler aujourd'hui, on va pouvoir faire quand même un grand nombre d'interventions et en particulier, comme je le disais en présenter ce webinaire, on va pouvoir faire un bon nombre d'extractions dentaires. Avant de commencer, je vous rappelle que le replay de ce webinaire sera disponible sur le site internet, que vous pouvez aussi euh, me demander de vous envoyer le PDF de cette présentation sur simple demande. Vous avez une petite fenêtre de chat dans laquelle vous pouvez poser vos questions pendant ou après la fin de la présentation à votre guide. Et puis en fonction de moi, de ce que je pourrais faire. Voilà. On va donc commencer ce sujet et on va tout d'abord présenter les objectifs de ce webinaire qui sont de resituer l'intérêt de l'anesthésie loco-régionale en anesthésie et évidemment plus particulièrement en dentisterie. On va nécessairement rafraîchir quelques petites connaissances en anatomie et puis on va décrire ces 4 gestes simples à réaliser et voir leur intérêt, leurs complications éventuelles. Et puis pour cette conférence, je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt. Je sais que c'est pas très pratique, mais je vais pas pouvoir fixer la caméra nécessairement pendant toute la conférence parce qu'il faut que je regarde un peu mon diaporama. Donc on aura, vous aurez l'impression que je ne vous fixe pas, mais c'est lié aux contraintes techniques. On me demande si le son est très faible et si je peux l'augmenter. Pas vraiment de mon côté. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors, de quelles indications parle-t-on pour les blocs qu'on va évoquer aujourd'hui? Alors évidemment, je vais vous parler de la dentisterie. On pense en premier lieu à la dentisterie et évidemment les extractions dentaires. Mais on a d'autres indications pour ces blocs dont on va parler aujourd'hui. La chirurgie des tissus mous, la chirurgie du palais, la chirurgie des muqueuses, pas toutes avec les blocs dont on va parler, mais on a la possibilité de faire des interventions de tissus mous. Ce qu'on a tendance à minimiser, c'est la rhinoscopie. La rhinoscopie, c'est quelque chose d'un peu agressif, c'est quelque chose qui fait éternuer, soit pendant l'intervention, soit après, il y a des risques de saignement. Et avec l'un des blocs dont on va parler aujourd'hui, vous avez la possibilité de procurer une anesthésie locale et donc d'améliorer le confort de l'animal. Également des réparations de fractures ou des maxillectomies, des mandibulectomies sont également possibles avec ces blocs. Donc beaucoup de chirurgie. Alors replaçons un peu l'anesthésie loco-régionale dans la dentisterie. Et premièrement, on peut parler de la dentisterie humaine où quasiment tous les gestes sont faits en anesthésie locale. Donc on sait que c'est très très efficace. C'est un geste rapide. Au pire, il faut le refaire si l'analgésie n'est pas complète. Mais on sait que ça marche très bien et on sait qu'il y a peu d'effets indésirables. Donc, qu'en est-il en médecine vétérinaire? Mais nous, la dentisterie, ça se fait systématiquement toujours en anesthésie générale. Tout simplement, évidemment, parce qu'il est illusoire d'obtenir la coopération de nos patients. En revanche, on peut se poser des questions. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, on pourrait se passer d'anesthésie générale? On le fait bien pour l'orthopédie. Attendez, peut-être un petit... Pardon, ouais, c'est moi qui ai fait un gag. On le fait bien pour l'anesthésie des membres pelviens, on le fait bien pour l'anesthésie du membre thoracique, où on peut opérer un animal uniquement en anesthésie locale à la faveur d'une sédation. Alors, on peut se demander, est-ce qu'on peut le faire en anesthésie, en dentisterie? Ben non.
ça n'est pas forcément souhaitable parce que là, on a une contrainte, l'intubation trachéale. Elle est indispensable pour apporter l'oxygène, pour entretenir la narcose. Ça, à la limite, on saurait le faire même sans intubation, mais on a une chose un petit peu plus particulière en tant que théorie, c'est qu'on veut protéger les voies respiratoires. Euh, on va produire du sang, il y a du tartre qui va partir, on a des solutions de rinçage, il y a des bactéries qui volent dans tous les sens. Et tout ça, on sait que ça peut descendre dans les voies respiratoires. Et on veut protéger ces voies respiratoires quand on fait de la dentisterie. Donc non, on ne peut pas vraiment se passer d'anesthésie générale et d'intubation. Alors, est-ce qu'on peut au moins limiter les risques de l'anesthésie générale? Et c'est là tout l'intérêt de cette anesthésie loco-régionale. Oui, c'est forcément toujours souhaitable de maîtriser le risque de l'anesthésie générale, parce que souvent, on le sait, on va intervenir sur des patients à risque, des patients qui sont d'une manière générale insuffisants ou des patients traumatisés. Ces animaux insuffisants, et je mettrai peut-être en premier lieu l'insuffisant cardiaque, bah, eux, ils vont être forcément instables. On sait d'autre part qu'on va avoir des excès de nociception, on va créer, on va créer des douleurs. Cet excès de nociception, ça peut augmenter la fréquence cardiaque, ça peut augmenter la pression artérielle. Tout ça n'est pas souhaitable, en particulier pour un animal insuffisant cardiaque. Donc, si on peut maîtriser, si on peut mieux maîtriser le risque de l'anesthésie générale, eh ben, on augmente la sécurité du patient. Et comment augmenter le risque comment diminuer le risque de l'anesthésie générale? En diminuant les volumes, les doses d'agents de narcose, tout simplement en apportant une balance analgésique incroyable qui est l'anesthésie loco-régionale. Et l'anesthésie loco-régionale, je le mentionne à chaque fois, mais il y a un consensus aujourd'hui, il y a un consensus qui est admis. Il devrait systématiquement y avoir un geste d'anesthésie loco-régionale pour toute chirurgie, et il existe toujours un geste d'anesthésie loco-régionale à faire, quelle que soit la chirurgie. Donc, la place de l'anesthésie loco-régionale, elle est là, c'est une balance analgésique incomparable. On peut donner tous les morphiniques qu'on a dans les cas, on n'arrivera jamais à atteindre le niveau d'analgésie qu'on obtient en anesthésie loco-régionale. Ça va me permettre de diminuer les agents de narcose, d'augmenter la stabilité cardio-respiratoire des patients, d'avoir un réveil plus rapide puisqu'il y a moins d'agents de narcose. Peut-être, alors ça n'est pas montré encore en médecine vétérinaire, mais il est fort probable que l'anesthésie loco-régionale permette de diminuer les douleurs chroniques qu'on va infliger à certains patients. Et le patient idéal, je dirais, il est caricaturé par ce petit chien-là, qui pourrait être un patient insuffisant cardiaque, insuffisance cardiaque congestive, qui a une fissure infraorbitaire et à qui on sait qu'on doit retirer sa carnassière. Et bien, voilà, on n'aime pas l'anesthésier, sa propriétaire est consciente du risque. En lui offrant, en offrant, je dirais, la possibilité de faire une anesthésie loco-régionale, on peut effectivement apporter une sécurité incomparable au geste et se rassurer également dans le geste qu'on doit réaliser. Quel matériel, quel consommable on va avoir besoin pour les gestes dont on va parler aujourd'hui? Quasiment rien, vous le voyez sur l'écran, des aiguilles hypodermiques, les petites oranges, les petites bleues, 23, 25 gauche, des cathéters de différentes longueurs vont nous être très utiles. Et puis les solutions, alors peut-être la lidocaïne, bien que moi j'ai tendance à privilégier la bupivacaïne, qui va avoir une action beaucoup plus prolongée dans le temps et qui on va passer de une demi-heure d'analgésie à 1h30, 2 heures, c'est toujours plus agréable. Alors, quelques petites rafraîchissements d'anatomie. On va commencer par le nerf maxillaire qui sort ici du crâne par le trou à l'air
rostral et qui va directement cheminer vers le trou maxillaire. En ligne droite, il va aller il va cheminer dans la fosse ptérygopalatine pour circuler après dans ce conduit osseux, le conduit infraorbitaire, et finalement en sortir et se distribuer à la peau et à la truffe, aux lèvres, à la babine, dans cette portion la plus rostrale. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette anatomie? Il faut retenir une chose qui est très importante, c'est que tous les rameaux alvéolaires, c'est-à-dire tous les petits rameaux nerveux qui vont individuellement à chaque racine dentaire, quittent le nerf maxillaire ou le nerf infraorbitaire à l'intérieur de ce conduit infraorbitaire. C'est-à-dire que quand on ira rostralement au niveau du trou infraorbitaire, on va en quelque sorte rater tous les nerfs alvéolaires et donc on ne va pas procurer d'analgésie des dents. On aura la truffe, on aura la babine, mais on n'aura pas les dents. Il faut aller dans ce conduit infraorbitaire et dans la fosse ptérygopalatine si on veut avoir les nerfs alvéolaires qui vont vers les dents. Et également, une chose importante et représentée ici, c'est que ce nerf maxillaire va donner des branches palatines, le nerf palatin mineur, on va le voir, le nerf ptérygopalatin et le palatin majeur et mineur, et ces branches-là sont données dans la fosse ptérygopalatine. Donc si on veut inclure le palais, par exemple, on est obligé de faire l'analgésie, l'injection au niveau de la fosse ptérygopalatine. Pour le nerf mandibulaire, qui quitte donc le crâne juste à côté du nerf maxillaire par le trou ovale, lui, il va se diriger rapidement vers la face médiale de la mandibule pour, tout comme le maxillaire, rentrer dans un conduit qui chemine à l'intérieur de la mandibule, un très long conduit qui va donc du trou alvéolaire inférieur jusqu'à ces trous mentonniers où là, de nouveau, les nerfs sortent de l'os pour se distribuer à la peau, à la babine, mais, encore une fois, uniquement à de la peau ou de la muqueuse. Vous le voyez encore sur ce petit schéma, tous les nerfs alvéolaires sont distribués, sont donnés, quittent le nerf alvéolaire inférieur à l'intérieur de ce conduit osseux. Donc il faudra distribuer l'anesthésique locale à l'intérieur du conduit osseux ou avant que le nerf entre dans ce conduit osseux si on veut inclure les dents dans le bloc qu'on va réaliser. Petite subtilité également, le nerf buccal, le nerf lingual sont donnés par le nerf mandibulaire avant qu'ils rentrent dans la mandibule, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être inclus dans le bloc si on fait le bloc trop distal. Les conséquences, c'est qu'en particulier la joue, que ce soit la peau ou la partie muqueuse de la joue, ne vont pas être inclus dans le bloc du nerf mandibulaire, à moins d'aller très très proximalement. On va revenir sur ces petits détails tout à l'heure. Alors commençons par le bloc infraorbitaire. Donc le bloc, c'est un bloc du nerf maxillaire qui va être réalisé une fois que le nerf infraorbitaire quitte le conduit infraorbitaire, c'est-à-dire qu'on va s'approcher du trou infraorbitaire à cet endroit-là. Ça, c'est le trou infraorbitaire. Si je reviens à l'anatomie qu'on a juste vue, on va donc inclure tous ces rameaux ici, ces branches nasales et ces branches labiales. On va peut-être pouvoir retirer une tumeur ou faire une biopsie sans nécessairement faire une anesthésie. À la faveur d'une sédation, on pourra faire une biopsie, une belle biopsie labiale. Ça marche très bien. Mais, et encore une fois j'insiste, regardez les nerfs alvéolaires supérieurs là, les nerfs des
molaires, des prémolaires ne vont pas être inclus si je ne force pas le produit d'anesthésie à rentrer dans le conduit infraorbitaire. De la même manière, les incisives supérieures et les canines reçoivent un air alvéolaire qui chemine dans ce petit canal-là, dans ce petit canal incisivo-maxillaire. Ils sont donnés à l'intérieur du canal infraorbitaire et il est donc admis que même si vous déposez l'anesthésique locale devant le trou infraorbitaire, eh bien, ces branches d'incisives et de canines ne vont pas être inclus dans le bloc. Il va falloir forcer l'anesthésique locale à rentrer un petit peu à l'intérieur du conduit infraorbitaire. Donc l'idée du bloc infraorbitaire, c'est effectivement de déposer l'anesthésique locale là, en regard du trou infraorbitaire, pour globalement anesthésier tout ce qu'il y a crânialement. Alors, quel repère anatomique on va prendre? Il est très facile à trouver ce trou infraorbitaire parce que, en fonction du format du chien, comme vous le voyez ici, quasiment il se voit. On devine le conduit infraorbitaire ici, on devine sur ce chien que le trou infraorbitaire sera là. Les autres repères consistent tout simplement à prendre la troisième prémolaire comme repère anatomique et le trou infraorbitaire sera palpé juste dorsalement à la troisième prémolaire. On va le palper très aisément. Vous avez donc ici les deux repères anatomiques. Et notez la position, on va le voir après sur cette vidéo, mais notez la position de l'aiguille. On va essayer de rester dans la partie ventrale du trou infraorbitaire. C'est plutôt vrai pour le bloc qu'on va faire après le bloc maxillaire, mais notez déjà cette position un peu ventrale à l'intérieur du trou infraorbitaire. Alors, comment se réalise le bloc du nerf infraorbitaire? Tout simplement en repérant cette troisième prémolaire, en palpant le trou infraorbitaire, en prenant une aiguille de 23 ou de 27 gauche et en l'insérant parallèlement au chanfrein. On ne va pas chercher à donner un angle à cette aiguille, on va rester parallèle au chanfrein et on va introduire juste un tout petit peu l'aiguille à l'intérieur du trou infraorbitaire. On ne va pas chercher à aller très loin, et vous allez vite comprendre pourquoi. On va juste chercher à déposer le biseau de l'aiguille à l'intérieur du trou infraorbitaire. Ensuite, on injectera le produit. Et pour forcer, comme je le disais, le produit à aller à l'intérieur du conduit infraorbitaire, il sera bienvenu de faire une petite pression à cet endroit-là, ou à l'endroit où on aura mis l'aiguille, de faire une petite pression digitale pour occlure le trou infraorbitaire et forcer du coup le produit à aller plutôt en direction proximale et pas en direction rostrale. Quel volume on injecte dans ce trou infraorbitaire? C'est évidemment extrêmement variable d'un animal à l'autre, 0,3 à 1 millilitre en fonction du gabarit du chien ou du chat. On est évidemment très loin des doses toxiques qui seraient ou dangereuses, qui pourraient être de 1 millilitre pour 5 kilos. On n'a pas besoin d'un gros volume pour remplir ce conduit. On injecte quand même dans un conduit qui est relativement restreint. Les précautions et quelles complications? Comme je vous le disais, on évite d'introduire l'aiguille loin dans le canal infraorbitaire. Pourquoi? Eh bien, regardez, il n'y a pas qu'un nerf qui circule dans ce canal infraorbitaire, il y a également une artère. Et travailler avec une aiguille hypodermique proche d'une artère, il y a des risques d'hématome, il y a des risques de saignement qu'on n'a pas tellement envie d'avoir. C'est pour ça aussi qu'on va faire un test d'aspiration, mais alors ça c'est systématique avec toutes les techniques d'anesthésie locorégionale, à part peut-être les infiltrations de tissus, mais le test d'aspiration est indispensable pour vérifier que l'aiguille ne soit pas en position intravasculaire et éviter l'injection. Comme je vous le disais,
forcer l'anesthésique locale à rentrer dans le canal infraorbitaire, puisque tous ces petits rameaux alvéolaires sont donnés à l'intérieur du canal infraorbitaire. Si je dépose uniquement le produit à l'entrée, ben, j'ai un risque pour ne pas inclure, ne serait-ce que les branches les alvéolaires les plus rostrales pour les incisives et le croc. Et puis toute résistance à l'injection doit vous obliger à la stopper parce que probablement vous êtes soit fiché dans de la muqueuse, soit vous êtes éventuellement fiché dans le nerf, et évidemment toute injection est à prescrire à ce moment-là. Quelles complications on peut attendre de ce geste? Bah, c'est l'échec. Je répète toujours que la première des complications en anesthésie loco-régionale, c'est l'échec. Effectivement, ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Vous pouvez appliquer la plus belle des techniques. L'échec est toujours probable parce que le produit ne va pas diffuser comme vous l'aviez imaginé, parce qu'il va y avoir une diffusion imprévisible qui ne se fait pas en direction du nerf. Donc ça, c'est toujours possible et il faut malheureusement le garder à l'esprit. Et les autres complications qui, elles, sont beaucoup plus rares, c'est l'hématome qu'on évoquait parce qu'on est proche d'un nerf, c'est l'injection nerf, voire la lésion du nerf. Maintenant, vous l'avez compris, ce bloc qu'on vient de faire n'a inclus que peut-être les incisives, le croc, peut-être la première prémolaire, mais moi je vous ai parlé d'une carnassière. Et donc, pour approcher une carnassière, pour retirer une carnassière, il va falloir se mettre caudalement, beaucoup plus en amont. Et il va falloir réaliser le bloc du nerf maxillaire. Alors, pour réaliser le bloc du nerf maxillaire, il va falloir se mettre à un autre endroit. Il va falloir se mettre à la portion la plus rostrale de la fosse ptérygopalatine. Ça, anatomiquement, la fosse ptérygopalatine, c'est toute cette région-là. Et la partie la plus rostrale de cette fosse ptérygopalatine, on va trouver le trou maxillaire. C'est par là que rentre le nerf maxillaire qui, une fois sorti du crâne, va directement aller vers le trou maxillaire. Mais avant de rentrer dans ce trou maxillaire, je vous ai expliqué, il va donner des branches. Il va donner les branches palatines qui vont rentrer dans le trou sphénopalatin, le trou palatal, et puis surtout, surtout, c'est ce qui nous intéresse, il va donner ces branches alvéolaires qui vont rentrer dans tous ces petits trous alvéolaires. Vous voyez, tous ces petits trous alvéolaires, chaque petit trou correspond à un petit rameau nerveux qui va aller vers une racine dentaire. Et ben voilà, si vous n'avez pas déposé le produit d'anesthésie là, en regard de ces petits trous alvéolaires, vous ne pouvez pas obtenir d'anesthésie locale de la dernière molaire et de la prémolaire, justement, celle qui nous intéresse peut-être plus au quotidien, mais vous n'avez pas inclus, si vous ne déposez pas d'anesthésie locale là, vous n'avez pas inclus ces dents. Donc, on résume ce petit schéma. Pardon. Excusez-moi. Ça, au passage, le petit trou que vous avez ici, ça n'est pas un trou pour un nerf, c'est l'emplacement d'une glande lacrymale. Ça, c'est pour le petit plaisir anatomique. Voilà. Donc, on revient sur les branches qui vont être incluses. Donc, on a effectivement, cette fois, on va inclure les nerfs alvéolaires supérieurs caudaux et on a une grande chance de faire une anesthésie locale du palémo si on inclut les branches palatines. Et dans ce cas-là, on va inclure, comme je disais, toutes ces petites branches alvéolaires et inclure les molaires et la prémolaire. Donc, d'une manière schématique, si j'injecte le produit ici, je vais anesthésier tout ce qu'il y a rostralement et je vais inclure cette fois les dents. Là, il va falloir tenir compte d'un élément, c'est les variations anatomiques de nos patients. Ce trou infraorbitaire, ce canal infraorbitaire va être l'endroit où je vais travailler et vous le voyez entre un dolicocéphale et un brachycéphale. Ce trou
Ce canal infraorbitaire est extrêmement variable. Pourquoi je note cette longueur? Parce que justement, je veux le cathétériser. Je veux cathétériser ce trou. La technique que je vais vous proposer, il en existe plein d'autres, mais la technique que j'aime particulièrement consiste à cathétériser ce conduit intraorbitaire. Du coup, il va falloir prendre des repères anatomiques et on va mesurer la longueur du canal infraorbitaire en partant de son extrémité rostrale qu'on sait palper jusqu'à une ligne qui passe à la verticale du canthus latéral de l'œil. Ce point-là va être la limite caudale pour moi, du conduit infraorbitaire. Et vous le voyez entre un mésiocéphale et un brachycéphale, cette longueur va être variable. C'est pour ça que je vous ai suggéré de préparer des tailles de cathéters variables, parce que cette longueur-là va déterminer le choix du cathéter que vous allez choisir. Alors, on va revenir sur un crâne. Voilà en fait comment ça va se passer. Je prends mon repère et je vais cathétériser le conduit. C'est-à-dire que j'introduis juste un tout petit peu l'aiguille et à l'intérieur du conduit infraorbitaire, je vais faire pénétrer un cathéter qui va être beaucoup moins traumatique que de faire cheminer une aiguille. Et vous le voyez sur ce petit squelette, à la fin de mon opération, le conduit, l'extrémité de mon cathéter se trouve exactement en regard des trous alvéolaires et des trous palatins. Et si j'ai respecté l'introduction du cathéter dans la portion la plus ventrale du conduit infraorbitaire, c'est là où je serai encore plus proche de ces petits trous alvéolaires. Je vous le remonte encore une fois. Alors, la démonstration est faite avec un cathéter énorme, c'est pour le geste, mais vous pourrez choisir un cathéter jaune, bleu, rose, en fonction de la longueur que vous souhaitez, que vous aurez mesurée. Donc, encore une fois, l'aiguille est juste introduite dans le conduit infraorbitaire et c'est le cathéter qui est poussé dans le conduit infraorbitaire pour venir se positionner juste en regard de mes points d'intérêt. Et chez le chat, la technique est strictement la même, simplement qu'il n'y a pas de conduit infraorbitaire chez le chat. Il y a directement un trou infraorbitaire qui communique directement avec le trou maxillaire. Vous voyez, ça ressemble un peu à ce qu'on aurait chez un brachycéphale, chez un brachycéphale très marqué. Donc en fait, on n'a pas besoin de cathétériser le conduit infraorbitaire du chat. On vient juste positionner l'aiguille en regard du trou infraorbitaire et on se trouve quasiment tout de suite au niveau de la fosse, de la position la plus rostrale de la fosse clérigo-palatine dans notre point d'intérêt. Donc, pas besoin de cathéter chez le chat. Quel volume on va injecter? Alors là, chez le chat, on va rester à des volumes très peu élevés, 0,2, mais chez les gros animaux, 0,3 plus particulièrement, et chez les grands animaux, on peut monter un peu plus à 2 millilitres, parce que là, on injecte dans une fosse, on a un gros espace, et on peut augmenter un peu plus le volume. Les précautions, évidemment, bien prendre ses repères, noter encore une fois toute résistance à l'introduction du cathéter est anormale et doit vous obliger à arrêter le processus et à repositionner le cathéter, de la même manière que pour tous les gestes d'anesthésie, loco-régional, un test d'aspiration, et noter toute résistance à l'injection. Complications, encore une fois, l'échec. L'échec, et c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de techniques qui ont été décrites pour anesthésier ce nerf maxillaire, parce qu'il y a un taux d'échec qui doit être pris en compte. Et à chaque fois qu'une technique n'est pas idéale, on en décrit plein d'autres pour essayer d'être plus efficace. Donc, il y a d'autres approches qui sont décrites. Moi, j'aime bien celle-là, mais l'échec est toujours à prendre en compte. Et puis, on travaille toujours à côté d'une artère, donc hématome, injection vasculaire, lésion du nerf sont possibles, quoique extrêmement. On va descendre un petit peu maintenant du côté de la mandibule et on va voir le bloc mentonnier. Et là encore, il faut bien comprendre ce qu'on fait.
Quand on parle de bloc mentonnier, on veut déposer l'anesthésique locale ici, au niveau du trou mentonnier moyen, qui est le plus gros, mais il existe d'autres trous mentonniers, le trou mentonnier rostral, le trou mentonnier caudal. On vise toujours le trou mentonnier moyen parce qu'il est, c'est le trou le plus gros. Encore une fois, si j'injecte ici juste en regard de ce trou, bah, je vais rater les branches du trou mentonnier caudal, je vais rater les branches qui sortent par le trou mentonnier rostral. Donc, il va falloir également forcer l'anesthésique locale à rentrer dans ce trou pour remonter, cheminer un petit peu à l'intérieur de ce trou, de ce conduit mandibulaire, oui, et inclure des branches qui nous intéressent. Le repère, eh ben voilà, il est là. C'est première prémolaire, deuxième prémolaire, à la verticale de la première, deuxième prémolaire. On a le trou mentonnier moyen. Chez le chat, globalement, on a la même anatomie. On retrouve les trous mentonniers moyens qui est le plus grand, le caudal et le rostral. Et le principe est strictement le même, simplement que ces trous sont beaucoup plus petits. Pour le bloc mentonnier, schématiquement, encore une fois, si j'injecte en regard du trou mentonnier moyen, je vais anesthésier tout ce qu'il y a en avant, en incluant les dents, à condition de forcer le produit à rentrer à l'intérieur du conduit osseux. Comment se fait cette technique? Eh bien, tout simplement, là, il va falloir quand même rentrer de nouveau un petit peu l'aiguille à l'intérieur du trou mentonnier. Donc, on vise, comme je vous le disais, le trou mentonnier moyen, qui est le plus gros. Et notez bien le petit angle que je donne à l'aiguille pour rentrer à l'intérieur du trou mentonnier. On n'introduit pas l'aiguille parallèlement parallèlement à l'os, comme on l'a fait pour le trou infraorbitaire, qui lui est un petit peu en relief. Le trou mentonnier n'est absolument pas en relief, c'est une dépression. Donc il faut rentrer dedans, il faut donner un petit angle à l'aiguille. Si on maintient l'aiguille parallèle au plan de la mandibule, on va juste glisser devant. Là, il faut s'engager devant, alors vous ne pourrez pas vous engager beaucoup. À peine le biseau s'engage dans le trou mentonnier que l'aiguille est stoppée immédiatement. Donc vous ne pouvez juste insérer un tout petit peu l'extrémité du biseau de l'aiguille. Et de la même manière, une fois que vous aurez introduit le biseau de l'aiguille, on va apposer une petite pression digitale pour forcer le produit à partir en direction digitale et pas en direction rostrale. Deux techniques sont décrites, soit un abord transcutané, soit un abord intraoral en réclinant la babine. Et là, la difficulté, c'est qu'on doit piquer, comme vous le voyez ici, dans le frein de la babine. On a beaucoup donc de tissu mou et le trou mentonnier n'est absolument pas palpable. Même le plus gros, le trou mentonnier moyen, très très difficilement palpable et il faut prendre son repère anatomique, première, deuxième prémolaire, tracer sa ligne droite pour estimer que le trou est ici, à peu près à mi-chemin entre les deux bords de la mandibule et on va piquer avec un petit angle, on va essayer de ficher son aiguille dans ce trou mentonnier. Quel volume? Là, on se retrouve avec des volumes de nouveau faibles. 0,3, peut-être 1 millilitre, mais ça va être vraiment sur les gros animaux. On va pouvoir injecter ce petit volume à l'intérieur du trou mentonnier. Alors, les précautions que j'aime à répéter, c'est qu'il ne faut pas trop multiplier les tentatives parce que voilà, on a des artères si on multiplie les tentatives, on risque de faire saigner un petit peu, on risque d'avoir des hématomes. Donc c'est vrai que moi, il m'arrive, si j'arrive pas à trouver ce trou mentonnier, il m'arrive de faire une injection sous-muqueuse en forçant toujours le produit dans l'espoir qu'il aille dans le trou intraorbitaire, mais je m'acharne pas à cathétériser nécessairement ce trou. Si j'y arrive pas, au bout de 1, 2, 3 tentatives, je fais une injection sous-muqueuse en regard. Avec un test d'aspiration avant d'injecter, en notant toute résistance à l'injection. Les complications sont toujours les mêmes, avec en premier lieu le risque d'échec qui est quasiment le risque le plus important. Et voyons maintenant
le dernier bloc, qui est le bloc du nerf alvéolaire inférieur, qui est donc un bloc du nerf mandibulaire, juste au moment où il va rentrer dans cet os et devenir le nerf alvéolaire inférieur. On va donc travailler à la face médiale de la mandibule, et là, on va donc inclure, là je suis sûr d'inclure tous les nerfs alvéolaires caudaux moyens, alvéolaires inférieurs, alvéolaires moyens caudaux et alvéolaires inférieurs, parce que je vais anesthésier le nerf mandibulaire juste avant qu'il rentre dans ce trou mandibulaire. Et dans cette optique, je vais donc avoir l'anesthésie de toutes les dents de la mandibule, de toute la branche horizontale de la mandibule, pas la branche verticale, mais la branche horizontale, les dents, mais pas, comme je vous le disais, la joue, pas la peau ici qui va être innervée par le nerf médical qui est lâché un petit peu avant. Comment repère-t-on ce trou mandibulaire, pardon. Il est là, sur cette première photo en haut à gauche, le trou dont je parle, le trou mandibulaire, il est là, à la face médiale de la mandibule. Aussi, c'est une dépression, c'est pas un relief, donc il va être difficile à palper. On a quelques repères anatomiques, et le premier repère anatomique, c'est cette incisure, cette échancrure, pardon, juste à la face, au bord caudal de la branche horizontale de la mandibule. On a cette petite incisure, échancrure là. Et le trou qui m'intéresse est juste au sommet de cette échancrure. Cette échancrure, elle est palpable, comme je vous le montre sur l'image à gauche. Elle est très nettement palpable. Une fois que j'ai repéré cette échancrure, j'introduis un doigt dans la bouche pour palper le trou mandibulaire. On va voir ça en vidéo. Le doigt est introduit à l'intérieur de la bouche et l'aiguille va être introduite au travers de la peau en regard de cette dépression. On va venir taper sur la mandibule et petit à petit, l'aiguille est déplacée médialement jusqu'à longer le bord médial de la branche verticale de la mandibule. Et à ce moment-là, l'aiguille est introduite entre la muqueuse et l'os pour venir se placer sous le doigt. On va revoir ça peut-être, ça va être un petit peu plus simple sur cette deuxième vidéo où on a une vue médiale, le doigt est introduit et positionné sur le trou, on le sent, l'aiguille est introduite par la mandibule, longe le bord de la mandibule, sous la muqueuse, et le biseau de l'aiguille est placé sous le doigt. Donc je sens l'aiguille. Je vais sentir le biseau de l'aiguille arriver sous la pulpe de mon doigt. Puisque mon doigt est sur le trou infraorbitaire, je saurai que l'aiguille est en regard du trou infraorbitaire. J'espère que cette explication est claire. Je vous remets les deux vidéos pour bien comprendre. Le doigt est placé en regard du trou, l'aiguille est introduite par la loge, enfin sur la mandibule, et est forcée à cheminer le long de la branche verticale de la mandibule, sous la muqueuse. Donc à aucun moment je pique mon doigt, il y a la muqueuse entre mon doigt et l'aiguille, mais je sens très bien l'aiguille arriver sous le doigt, et ce que je sens très bien aussi, c'est l'injection. Je sens très bien l'injection que je vais faire, et je sens l'accumulation du produit d'anesthésie sous mon doigt, avec le produit d'anesthésie qui va venir s'accumuler sous mon doigt, donc en regard du trou mandibulaire. Chez le chat, la technique est strictement la même, simplement que comme vous le voyez sur ce squelette, il n'y a pas d'échancrure. Il n'y a pas d'échancrure, donc il faut s'imaginer, il faut palper l'angle caudal de la mandibule, positionner son doigt à peu près à mi-chemin sur cette branche mandibulaire, et ensuite l'introduction de l'aiguille se fait de la même manière. Mais on manque de repères.
On me demande si le replay sera disponible. Oui, si tout se passe comme prévu, le replay sera prévu et il est posté sur le site internet en accès libre. Donc oui, le replay sera disponible. En pratique, ce nerf alvéolaire inférieur, on est de nouveau sur un volume peut-être qu'on peut augmenter. On est juste en sous-muqueux. On n'est pas à l'intérieur d'une cavité, donc on peut se permettre d'avoir un volume plus important, 0,3, 2 millilitres. Précaution, de nouveau, bien prendre ses repères, faire un test d'aspiration, parce que vous avez une artère, vous avez une artère pas très loin. Et puis, de manière générale, notez toute résistance à l'injection. Complications, toujours les mêmes, plus une petite. Là, on va rajouter une petite complication qui est que on peut obtenir une anesthésie de la langue qui n'est pas souhaitable. Cette anesthésie de la langue, elle est surtout problématique quand on fait un bloc bilatéral, quand on veut faire des extractions totales des dents, par exemple, et qu'on fait un bloc bilatéral. Au niveau de la mandibule, on a de grandes chances d'inclure le nerf nacual et de faire un bloc complet de la langue qui, au réveil, peut se manifester par des morsures, des traumatismes de la langue. Donc peut-être que là, il serait bienvenu de faire de la lidocaïne qui aura une durée d'action beaucoup plus courte. Le volume. Ah oui, c'est une très bonne question ça. On me demande le volume maximum à injecter si on fait une extraction complète de toutes les dents. Mais on retiendra peut-être d'une manière générale. C'est une question difficile en fait, parce qu'il n'y a pas de consensus. La dose toxique qu'on va essayer de ne pas dépasser, le volume, je dirais, de lidocaïne qu'on va essayer de ne pas dépasser, c'est 1 millilitre pour 5 kilos. Et en fait, c'est la même chose avec la bupivacaïne à 0,5, donc 5 mg par millilitre. C'est exactement le même volume. On va essayer de ne pas dépasser la dose de 1 mg par kilo, donc 1 millilitre pour 5 kg. Si ce volume ne suffit pas, on dilue un petit peu l'anesthésique locale, ou alors on prend le risque d'injecter un petit peu plus, parce que le consensus ou le problème, c'est que tous les études de toxico des anesthésiques locaux, quand on vous dit quand on parle de dose toxique, c'est une dose toxique injectée en intraveineux, ou en intra-artériel, ou en intravasculaire. Mais nous, on ne fait jamais d'intravasculaire, on fait toujours des sous-cutanés ou des sous-muqueuses. Du coup, est-ce que ce volume toxique de 1 millilitre pour 5 kg est réellement à respecter? Oui, si vous voulez être vraiment hyper précautionneux. Non, si vous avez l'impression vraiment d'injecter en sous-cutané, en sous-muqueux, à ce moment-là, non, on peut se permettre de faire des volumes un petit peu plus supérieurs sans avoir un risque de toxicité, sans avoir à craindre. Deux diapos pour élargir un petit peu le sujet. C'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut imaginer ou ce qui se fait d'autre. Pour ces blocs de la tête, deux techniques ont été décrites qui peuvent apporter un petit peu de sécurité. C'est l'électrostimulation et l'échographie. L'électrostimulation, c'est donc l'utilisation d'un courant électrique délivré par l'aiguille même pour voir si on s'approche du nerf. Plus on est proche du nerf, plus l'électrostimulation va déclencher des contractions musculaires. Donc on peut utiliser l'électrostimulation pour se rapprocher des nerfs de la face, mais uniquement du nerf maxillaire. On parle du nerf trijumeau là. Le nerf trijumeau est complètement sensitif, à l'exception de sa branche maxillaire qui, elle, contient des petits rameaux pour le nerf temporal, pour le muscle temporal, pour le muscle masséter. Donc, l'utilisation de l'électrostimulation a été proposée pour l'approche du nerf maxillaire. La contraction musculaire des masséters et du temporal me dit que je suis proche du nerf
et à ce moment-là, je peux faire des injections, et des injections beaucoup plus proximales, donc inclure sans doute la totalité de la mandibule. Et là, on a un intérêt pour les chirurgies agressives comme les mandibulectomies totales. Et l'échographie a été proposée, alors ça c'est super excitant pour le bloc du coup du trijumeau, des trois composantes du trijumeau, c'est ce qu'on appelle un geste 3 en 1. On va déposer le produit d'anesthésie en regard des trois branches du trijumeau au moment où elles sont très proches l'une de l'autre, et on va faire un geste 3 en 1 où on va inclure la branche ophtalmique, la branche maxillaire, la branche mandibulaire. Et alors là aussi, on a un intérêt pour les chirurgies très agressives, les orbitectomies, où on sait qu'on a des champs qui se chevauchent, des champs de distribution nerveuse qui se chevauchent, et on est obligé de rajouter ça. Là, je vous montre juste une technique d'anesthésie éco-guidée pour le bloc des trois branches du trijumeau au niveau de la fosse ptérygopalatine, où là, en fait, l'échographie va nous permettre de repérer l'artère maxillaire. Si je suis capable de positionner mon aiguille proche de l'artère maxillaire, j'ai de grandes chances que mon produit diffuse un peu rostralement, un peu caudalement, et inclut les branches ophtalmiques et mandibulaires du nerf. Autre petite anecdote, il y a l'abord péribulbaire a été décrit. La sonde d'échographie est posée là contre le globe oculaire, donc on voit le nerf optique, on voit le cône musculaire, et on peut injecter autour du cône musculaire. Et ça, comme vous le voyez sur les images à droite, ça permet d'avoir une migration du produit anesthésique ici dans la première case A au niveau de la fissure infraorbitaire, donc bloquer la branche orbitaire. Au niveau de la case B, on voit la diffusion du produit d'anesthésie ou de contraste au niveau du trou alaire rostral, donc c'est la branche maxillaire qui est complètement bloquée. Et au niveau C et D, on voit le produit qui diffuse un peu au niveau du trou ovale, mais surtout au niveau du trou mandibulaire. Donc on bloque la troisième branche du nerf trijumeau, et en ayant fait une seule injection, on a un bloc complet du trijumeau. Voilà, ça c'était juste pour élargir un petit peu le débat. On en arrive à la fin de ce webinaire dans les temps, donc j'espère vous avoir conclu que ce sont des gestes très simples, à condition de comprendre leur toute petite subtilité et où il faut placer le produit d'anesthésie pour effectivement en recueillir tous les bénéfices, mais d'une manière générale, la courbe d'apprentissage la courbe est très courte. Ce sont des gestes sûrs, avec un taux de complication très faible. Leur seul problème, c'est peut-être que, comme tous les gestes d'anesthésie locaux régionales, il y a un taux d'échec qu'il faut prendre en compte. Mais bon, on n'a besoin d'aucun matériel, on l'a, hein, aucun équipement particulier. Je vous ai parlé de l'électrostimulation et de l'échographie parce que ça me fait plaisir. J'espère que ça vous a intéressé. Mais autrement, on n'a pas besoin de matériel particulier. Il existe d'autres approches pour les blocs que je vous ai décrits, ou d'autres approches pour bloquer les nerfs à d'autres endroits. Il en existe bien d'autres. Donc, on pourra, je ne vais pas parler des blocs pour l'œil, mais il existe d'autres choses. Ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire. En tous les cas, rajouter ces valences analgésiques puissantes à nos protocoles d'anesthésie permet encore une fois d'augmenter la sécurité des protocoles d'anesthésie, et tout ça contribue d'autant mieux à garantir la sécurité des anesthésies. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Encore une fois, j'espère avoir bien enregistré ce webinaire qui sera disponible sur le site. Je peux vous envoyer le PDF si vous m'envoyez un message. Et on se retrouve certainement après la pause estivale pour de nouveaux webinaires en anesthésie. D'ici là, pour information, Bestinvet organise des formations d'ici la fin de l'année qui sont particulièrement intéressantes. On a une formation au mois de décembre sur la médecine d'urgence,
et la place de l'échographie en médecine d'urgence. C'est une formation qui va être animée par Patrick Vervard, donc spécialiste en urgence et animation, et il va vous apprendre à utiliser l'échographie pour détecter des problèmes thoraciques, des problèmes abdominaux dans des situations d'urgence, qu'on appelle les FAST, A-FAST ou T-FAST. Ce sont des techniques extrêmement puissantes et qu'on peut utiliser, qu'on peut réaliser très couramment dans notre exercice, qui aide beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Best Invest pour avoir des informations sur cette formation. Il y aura un webinaire septembre qui présentera ces techniques comme une introduction à cette formation plus générale. Au mois de décembre également, il y a deux formations en anesthésie loco-régionale du membre pelvien et du membre thoracique. Donc, si vous voulez apprendre à bloquer complètement un membre pelvien, un membre thoracique et peut-être pas, pourquoi pas, opérer un animal sous sédation uniquement, je vous invite là aussi à regarder le site de Best Invest pour vous inscrire d'ici la fin de l'année.